Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, la commémoration du 17e anniversaire de la prise du pouvoir à la tête de la RDC par Laurent Désiré Kabila le 17 mai, ce samedi 17 mai à Kinshasa a été marqué par un culte célébré à la cathédrale du centenaire par Monseigneur Marini Bodo. Ce dernier a planché sur le thème la révolution, Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là une manière d'échapper au droit d'inventaire que le peuple congolais pourrait exiger de la révolution AFDL qui devait parler maintenant de la révolution, pardon? S'il vous plaît, je voudrais d'abord vous dire que l'entrée de l'AFDL au Congo n'a pas été une révolution du tout. C'était une suite logique de la guerre de basse intensité menée contre notre pays par les multinationales et leurs petites mains. Cette guerre a engagé les forces africaines, ougandaises, burundaises et rwandaises et quelques traîtres congolais. Alors, pendant tout un temps, plusieurs d'entre nous ont cru qu'il y avait eu une guerre de libération. Mais petit à petit, avec la documentation qu'on a pu acquérir sur cette guerre, avec les différents rapports des experts de l'ONU qui ont été faits sur le développement de cette guerre, nous sommes arrivés à nous rendre compte qu'il s'agissait purement et simplement d'une guerre de prédation, d'une guerre de basse intensité menée par proxy interposé. Aujourd'hui, parler de la révolution de l'AFDL, de la révolution, pardon, c'est faire un usage abusif des mots. C'est tomber dans ce que nous avons qualifié autrefois d'inversion sémantique. C'est une façon de participer à la falsification de l'histoire de notre pays. Et depuis que j'ai lu ce texte-là sur Radio Okapi, il y avait un autre encore qui a précédé celui qui rend compte du culte d'action de grâce célébré par Monseigneur Marini Bodo. Je me cesse de me poser des questions sur le bien fondé de cet exercice auquel ça donne les grands de ce monde et surtout les médias dominants pour pouvoir donner en permanence une version officielle falsifiée de notre histoire. Et je suis en train de trouver une réponse, et ça sera peut-être une hypothèse que je pourrais esquisser tout au long de notre entretien. Oui, effectivement, on va y revenir dans la suite de notre entretien. Mais Monsieur Mbelou, lorsque Laurent Kabila débute sa campagne militaire dans l'est du Congo à l'époque, il promettait aux Congolais de faire appliquer les actes de la CNS que le pouvoir de Mobutu venait de neutraliser. Avec un peu de recul, ne s'agit-il pas là d'un grand gâchis sur le plan des libertés, par exemple? Pas simplement un grand gâchis. Et vous avez bien fait de mentionner le fait qu'on devrait procéder à un inventaire, mais pas un inventaire fantaisiste, un inventaire approfondi de ce qu'il y a eu à partir des années 90 et surtout à partir des années 96 jusqu'à l'entrée de l'AFDL au Congo. Il y a eu une certaine façon de dribbler les Congolais en leur faisant miroiter ceux qui pouvaient les pousser à adhérer aux thèses de l'AFDL. L'AFDL qui a agi après les massacres à grande échelle et le génocide rwandais, a participé de la confection de ce que nous appelons avec Peter Dalscott, de la confection d'un événement profond. La prise de Kinshasa et de tout le Congo par l'armée
rwando-burundaise dans laquelle on a retrouvé quelques fils et filles du Congo et participer effectivement de la confection d'un événement profond. Quand on constitue un événement profond, le discours officiel n'a rien à voir avec le déroulement officieux de cet événement. Ce sont les tireurs de ficelle tapis dans l'ombre qui jouent le jeu, mais qui théâtralisent la face officielle du jeu en essayant d'y injecter des pantins du genre de Laurent Désiré Kabila et autres Kagame et Museveni. N'oublions pas que nous avons là tout un groupe de marionnettes utilisées dans cette guerre de basse intensité de prédation par les milieux financiers, par les multinationales et l'élite dominante anglo-saxonne. Très bien. Vous-même avez écrit sur cette date du 17 mai 1997 et la lecture qu'en font les médias dominants et pour les cas précis radio Okapi, et vous écrivez, vous dites notamment ceci: quand la radio Okapi offre sa version officielle dominante de la guerre de l'AFDL, elle donne la nette impression de participer à de la falsification de l'histoire du Congo de Lumumba. Ce faisant, elle semble dévoiler une part de sa mission, décerveler, lobotomiser les Congolais en les invitant à écouter une version falsifiée de leur histoire. Monsieur Mbelou, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré pour une radio que tout le monde présente comme un média des références actuellement en RDC? Voilà, c'est là le piège. C'est là le piège dans un pays où le pluralisme médiatique est proscrit. Il y a une radio qui est sérieusement financée par les forces extérieures, les forces impliquées dans cette guerre de basse intensité menée contre les Congolais. Et ces forces visent, à travers leurs médias mensonges et dominants, le décervelage et la lobotomisation des Congolais. Et ces médias orchestrent la propagande des cosmocrates, des multinationales, de l'élite dominante anglo-saxonne, mais aussi de ces nègres de service, les nègres de service qui opèrent à partir de l'Afrique des Grands Lacs. Et je vous disais, quand j'ai essayé de me poser la question de savoir comment tout d'un coup cette radio met entre parenthèses toute la documentation qu'il y a eu autour de cette guerre. Et aujourd'hui, il y a moyen d'étudier la guerre de l'AFDL par les livres. Je prends 2-3 exemples en passant. Vous prenez ne fût-ce que le titre du livre de Colette Brackman, publié en 2003 ou 2005. Maintenant, je ne vois plus. Je pense que ça doit être en 2005. Le livre est intitulé Les nouveaux prédateurs. Et le sous-titre, c'est Politique de puissance en Afrique centrale. Donc, le titre et le sous-titre disent à peu près tout. Et quand vous lisez ce livre-là, à la page 180, si j'ai bonne mémoire, Colette Brackman montre pourquoi le Congo a été livré aux prédateurs et aux nouveaux prédateurs. C'est parce que ce pays devait s'ouvrir au néolibéralisme. Vous prenez le livre de l'historien africain Joseph Kizerbo, À quand l'Afrique? Joseph Kizerbo vous montre qu'au fur et à mesure que Laurent Désiré Kabila et les forces de l'AFDL, les forces ougando-burundaises avançaient vers l'intérieur du pays, monsieur Laurent Désiré Kabila signait des accords avec les entreprises multinationales. Vous prenez le livre Noir Canada de notre ami Delphine Abadi et ses co-auteurs, vous lisez ce livre-là,
vous voyez quelles ont été les entreprises impliquées dans la guerre de l'AFDL, la guerre de basse intensité et de prédation menée par des proxys interposés. Donc là, j'ai cité les Occidentaux. Mais on peut revenir au livre d'Honoré Ngwanda, Crime organisé en Afrique. On peut revenir aux différents livres publiés par Charles Onana sur la question. On peut revenir à notre livre sur le complot autour de la balkanisation et de l'implosion du Congo. On peut revenir au livre que le jeune compatriote Patrick Mbeko est en train de publier sur la question. Mais aussi, on y ajoute, si nous y ajoutons le livre de Pierre Payan, Noir Fureur, Blanc Menteur, un livre écrit déjà en 2005, et on y ajoute celui qu'il a écrit en 2010, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Quand on procède à la lecture de tous ces livres, on peut encore y ajouter les deux de Bernard Lugan, de certains Rwandais qui sont en train de publier abondamment maintenant sur la question. On ne peut pas, 17 ans après, reconduire la version officielle éculée de la guerre de l'AFDL. Donc, quelque part, je me dis, ces gens doivent nous prendre pour des imbéciles, pour des cons, pour un pays qui n'a pas une certaine élite capable de lire et de dégager certaines leçons de lecture qu'elle a faites. Alors je comprends pourquoi ce média est presque l'unique à être suivi à tous les quatre coins du Congo. C'est le lieu de la propagande de l'histoire falsifiée, mais de l'histoire officielle de notre pays. Alors, maintenant, en relisant le livre de Jules Chomé, L'ascension de Mobutu, du sergent Joseph Désiré au général C.C. Seko, je comprends plus ou moins pourquoi ces médias et ceux qui les entretiennent falsifient en permanence l'histoire des pays qu'ils tiennent à dominer. L'hypothèse est la suivante: ces pays, les cosmocrates, les multinationales et les milieux financiers participent de la falsification de l'histoire parce que ils la reconduisent régulièrement. Je vais vous lire un extrait du livre de Jules Chomé autour de l'indépendance du Congo. Qu'est-ce qui s'était passé? Il n'était pas question que l'indépendance réelle puisse être accordée aux Congolais. Et ça avait été une décision prise par les milieux financiers. Et Jules Chomé écrit ceci: la raison en est qu'il n'a jamais été entendu d'accorder aux Congolais qu'une indépendance purement fictive et nominale. Les milieux financiers ont cru fermement, car nos milieux politiques ont surtout été naïfs, qu'il suffirait de donner à quelques Congolais des titres de ministres ou de parlementaires, des grands cordons, des autos de luxe, des gros traitements, des maisons somptueuses dans la cité européenne pour arrêter définitivement le mouvement d'émancipation qui menaçait leurs intérêts. Voilà. Quand vous lisez un texte de ce genre-là, vous comprenez à quoi sert la falsification de l'histoire. Et aujourd'hui, quand on voit comment vivent les ministres du gouvernement fantoche de Kinshasa, les députés qui ont des grands émoluments, on se dit, l'histoire se répète. Voilà pourquoi elle doit être falsifiée pour que sa réécriture par les dignes fils et les dignes filles de ce pays-là ne puisse pas aider à l'émancipation politique et économique de notre pays. Vous comprenez plus ou moins comment j'en arrive à cette hypothèse-là? Très bien. L'opposition et l'actuelle majorité au pouvoir ont chacune une lecture totalement différente de cette date du 17 mai 1997.
Les kabylistes, eux, se réjouissent de ce qu'ils considèrent comme des avancées démocratiques enregistrées depuis. Et pour l'opposition, l'AFDEL a apporté avec elle la guerre et l'insécurité. Qui dit vrai dans tout cela, M. Mbelou? Mais quels sont les documents sur lesquels ces messieurs-là et ces dames-là se basent-ils? C'est là la question. L'impression est toujours que ce que disent ces gens-là, ce sont des paroles en l'air. On ne voit pas un débat entre politiciens congolais fondé sur les faits et les textes. Non, ce sont des débats en l'air. Peut-être que ce sont les médias qui rapportent ces débats-là, qui ne mentionnent pas leurs références. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler du 17 mai comme s'il n'y avait pas eu toute cette documentation. C'est vrai qu'il y a des témoins oculaires de ce qu'il y a eu. Nous en sommes presque tous parce que nous étions au pays quand cette guerre a éclaté. Mais un homme normal, normalement constitué, un homme nourri par la véritable histoire de notre pays, ne peut pas penser un seul instant que l'AFDEL a apporté quelque chose de bon au pays. Non, il y a eu un camouflage et quand, comme je le mets dans mon article, Laurent Désiré Kabila a voulu se constituer en soldat du peuple, il a été assassiné. Donc on ne peut pas au jour d'aujourd'hui croire que l'AFDEL a apporté quoi que ce soit de consistant à notre pays. Mais, il faut aussi ajouter que la politique étant l'art du possible, il y a eu des compatriotes qui étaient quand même animés d'une certaine bonne volonté en adhérant aux thèses de l'AFDL. Malheureusement, plusieurs ont été désillusionnés quand ils ont vu l'orientation que prenaient les affaires, les choses une fois arrivés au Congo. Alors, ces quelques compatriotes-là ont continué à mener leur lutte de bonne foi, mais c'était une lutte fondée sur du sable mouvant, c'était une lutte fondée sur une histoire falsifiée et un processus mensonger, un processus piloté en sous-main par les milieux financiers, par l'élite anglo-saxonne et ses nègres de service. Voilà. Il est temps qu'aujourd'hui, les plus naïfs d'entre nous essaient de procéder à une lecture lente, froide et patiente de toute cette histoire. Une relecture à partir de toute cette documentation qui est aujourd'hui disponible, un peu plus à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. J'ai essayé d'échanger avec deux ou trois professeurs d'université qui me disent que de plus en plus au Congo, il n'y a plus de bibliothèque, les gens ne se documentent presque plus, ils ne lisent presque pas. Alors vous comprenez que tenir un débat sérieux, fondé sur des faits analysés froidement, va devenir de plus en plus difficile. Hein. N'oubliez pas qu'on est en train d'atteindre bientôt une vingtaine d'années depuis que c'est arrivé. Nos enfants qui sont nés il y a une vingtaine d'années risquent d'être fondés demain sur la propagande de l'histoire falsifiée telle qu'elle est en train d'être véhiculée aujourd'hui. Il y a là danger et il est temps vraiment que les minorités organisées et agissantes pensent sérieusement à la création et à la recréation des lieux de la pensée, des petites bibliothèques, des petits milieux, des petites salles culturelles pour que les gens lisent, qu'ils se forment et s'informent. C'est indispensable si nous voulons, oui. Monsieur Mbelou, un mot sur Laurent Désiré Kabila lui-même. Est-ce qu'avec un peu de recul, est-il réellement un héros national comme les pouvoirs qui lui a succédé, les PPRD l'appellent actuellement, ou c'est un pantin comme vous l'avez écrit dans votre texte? Pantin ou véritable héros national? C'est difficile à dire. Et moi, je dirais que
Euh, le cas de Monsieur Laurent Désiré Kabila est ambigu. Et je m'explique. Il a commencé par jouer le rôle de pantin. Peut-être qu'il avait euh, une tactique, une stratégie propre à lui et à ses proches. Il pensait qu'il pouvait, dans un premier temps, adhérer aux thèses des milieux financiers euh, du réseau transnational de prédation avec ses nègres de service Museveni et Kagame, et qu'une fois arrivé au pays, il changerait son fusil d'épaule. C'est en arrivant au pays, quand il a commencé à vouloir devenir réellement le soldat du peuple, qu'il a été tué, qu'il a été assassiné. Voilà pourquoi son cas est ambigu. Il a joué un rôle négatif, mais quand il a commencé à pouvoir jouer un rôle positif pour le pays, il a été assassiné. Voilà, là, de décider de ce qu'il est réellement devient difficile. Son cas est un cas avéré d'une ambiguïté sérieuse, quoi. Très bien. Depuis quelques jours circule sur Internet une vidéo du colonel Eric Mackenzie. Hein. Elle est intitulée Il s'échappe de la mort après Mamadou Ndala et dénonce Joseph Kabila. Dans cette vidéo, il y dénonce l'infiltration dont fait l'objet l'armée et tout ce qui va avec. Monsieur Mbelou, que pensez de ce qu'on peut appeler une énième révélation sur la nature, la vraie nature du pouvoir des Kabila? Et que cela, bon, on n'échange pratiquement rien à cela parce que plusieurs mois, depuis quelques mois, on a régulièrement ces genres de révélations qui viennent sur Internet. Et je rappelle qu'il y a 2 ou 3 mois, il y a eu 2 photos qui sont sorties. Hein, on ne sait pas de quelle époque le situé. Était-ce avant la mort de Laurent Kabila ou après? Mais sur ces photos, on y voyait Joseph Kabila avec Bissengimana qui est actuellement inspecteur général de la police, James Kabarebe. Ben, ces genres de révélations viennent régulièrement, mais qu'est-ce que cela apporte de nouveau? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Un certain éclairage. C'est vrai que ce sont des révélations qui reviennent sur des secrets de polichinelle, mais la dernière révélation du colonel Mackenzie a l'avantage de pouvoir être suffisamment détaillée. Et vous vous rendez compte, par exemple, que le M23 a été la création de Kinshasa. Et vous vous rendez compte du cynisme avec lequel la guerre du M23 a été menée. C'est une même guerre dont la guerre de l'AFDL, du RCD, du CNDP, de cette guerre de basse intensité dont nous cessons de parler. Et puis, les révélations du colonel Mackenzie ont aussi cet avantage de pouvoir nommer les infiltrés de l'armée avec leur numéro matricule. C'est vrai qu'il y en a eu déjà avant. Et si vous allez sur le site de Ingeta, un certain décryptage de ces révélations a été fait depuis quelques jours. Mais est-ce que c'est inutile de continuer à avoir ces révélations-ci? Moi, j'ai dit non. Le problème se pose ailleurs. Si nous avions été dans un pays sérieux, l'opposition et les parlementaires tomberaient sur un cas comme ça pour demander des comptes au gouvernement. Regardez, nous vivons en Belgique. Il y a eu le cas des tueurs du Brabant. Ça fait déjà plus de 20 ans ou une vingtaine d'années que cela a eu lieu. C'est hier ou avant-hier que le problème a été remis sur le tapis. La justice est en train de poursuivre celui dont les propos ont été surpris pour pouvoir faire toute la lumière sur un cas qui a eu lieu il y a déjà une vingtaine d'années. Voilà comment une justice qui jouit tant soit peu d'une certaine marge de liberté à l'endroit de ses politiques agit.
Mais en République démocratique du Congo ou en République dite démocratique du Congo, il y a quelque chose qui est fondamentalement corrompu, c'est-à-dire on ne poursuit aucun falsificateur de l'histoire, aucun meurtrier sérieux, aucun assassin sérieux en justice. Et comme je vous le lisais dans le livre de Jules Chaumet, depuis que nos ministres ont leur ministère et nos parlementaires leurs émoluments, il est quasiment rare de les voir revenir sur des cas comme celui-ci pour dire, ah voilà, nous venons d'apprendre que le colonel Eric Mackenzie a fait quelques révélations. Qu'en est-il au juste? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de garantir une certaine protection à ce monsieur-là pour qu'il vienne nous dire ce qu'il y a eu? Non, maintenant tout le monde est préoccupé par les élections et on commence à vous dire il faudrait qu'on puisse avoir un statut des présidents après la présidence. Mais nous avons chez nous un groupe d'aventuriers, un conglomérat d'aventuriers qui sème la mort depuis les années 90 et on voudrait trouver une issue facile à ces gens. Ils peuvent ne pas être jugés après leur séjour sur la terre de nos ancêtres dans des gouvernements fantoches et dans d'autres institutions. C'est bien, on leur accordera l'amnistie et un statut après. Vous comprenez à quel genre de politique, de politiciens nous avons affaire aujourd'hui? Donc, disons ceci, ces révélations doivent être conservées. Un jour, si les choses changent, elles serviront. N'oubliez pas que même sur le cas chez Béa, aujourd'hui, il y a un compatriote qui a toutes les cartouches et qui peut révéler ce qu'il y a eu et avec des preuves à l'appui, demain ou après-demain. Nous n'avons pas à nous dire, mais c'est une énième révélation. Non, cela doit être conservé par les plus jeunes pour que demain, ils relisent et réécrivent l'histoire de leur pays. Ah, là, nous avons des éléments qui nous permettront de nous démarquer de la version officielle dominante de cette histoire. Peut-être que nous partirons de la réécriture de notre histoire pour pouvoir créer un autre Congo. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est un travail qui vaut la peine d'être mené. Très bien, le gouvernement de la RDC a transféré en 3 jours environ 2000 expulsés de Brazzaville vers un centre de transit aménagé dans la commune d'Emaloukou. Et aussi de Maluku, la Croix-Rouge a aménagé 2 grands hangars et des tentes. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et ils ajoutent également que cela reste insuffisant vu le nombre de personnes. Et en outre, depuis 3 jours, les expulsés disent être dans la difficulté de manger convenablement. Monsieur Mbelou, on est là dans une véritable navigation à vue dans cette affaire. Kinshasa semble plus improviser que faire face réellement à ce qui s'apparente de plus en plus à une grande catastrophe humanitaire. Kinshasa n'improvise rien. Je vous le répéterai 1000 fois. Kinshasa, quand vous parlez de Kinshasa, vous faites allusion au gouvernement fantoche qui considère nos populations comme étant non utilisables et bonnes pour la mort. Quand vous relisez les révélations d'Eric Mackenzie sur Ingeta, vous voyez comment ce qui est en train de se passer s'inscrit dans toute une logique qui pourrait arriver, aboutir à l'application de la politique de la terre brûlée à Kinshasa. Et en dehors de ce que dit la radio Okapi, d'autres sources rapportent que presque chaque jour, aujourd'hui, à Kinshasa, il y a couvre-feu, il y a on essaye, la police politique de M. Joseph Kabila essaie de tracasser nos populations
à temps et à contre-temps. Pourquoi? On est en train de chercher les ex-phases qui se seraient cachées quelque part dans certaines communes de notre pays. Mais cela, nous ne l'avons pas encore entendu du média dominant auquel vous venez de faire allusion maintenant. Et nous devrions être très très vigilants. Il y a de l'électricité en l'air dans cette ville qu'on appelle Kinshasa. Et cela est lié entre autres à ceci. Le sol est en train de se dérober sous les pieds du gouvernement fantoche de Kinshasa. Petit à petit, il ne sait plus à quel sens se vouer. Et il est en train de faire feu de tout bois. Nous ne serons pas surpris si demain, et Kinshasa s'embrase. Hein? Kinshasa est sérieusement infiltré par les forces véritablement négatives. Cette ville peut s'embraser demain ou après-demain. Pourquoi? Pour que la politique de la terre brûlée puisse être appliquée et que les fameuses élections sur lesquelles certains naïfs d'entre nous comptent ne puissent pas avoir du tout lieu. Nous devrions rester attentifs à cette dimension de notre histoire telle qu'elle est en train de se dérouler présentement à Kinshasa et surtout depuis que nos compatriotes sont en train d'être chassés du Congo-Brazza. On parle de plus en plus de cette politique de la terre brûlée, mais comme ce gouvernement fantoche sent que la terre est en train, le sol est en train de se dérober sous ses pieds, il joue le tout pour le tout et il semble qu'il va se reconvertir ou se reconstituer. Hein, il y a un remaniement ou un gouvernement de cohésion nationale qui pourra naître demain ou après-demain. Et encore une fois, nous allons assister là à une inversion sémantique. Donc après tous ces massacres, après tous ces assassinats, après une application de la politique de l'amnistie à la tête du client, après le financement de la guerre de l'AFD, du M23 par le gouvernement fantoche de Kinshasa, voilà que demain, on voudrait nous dire, nous mettons sur pied un gouvernement d'union nationale. Mais pourquoi faire? Quelle de cohésion nationale? Où voyez-vous la cohésion là? Il n'y a de cohésion nulle part. Et on va faire cela pour la consommation du monde extérieur, quoi. La presse de Kinshasa parle de l'axe Kinshasa-Brazzaville qui ne se porte pas bien, c'est les potentiels qui écrivent cela, et de poursuivre entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, comme on aime bien à les présenter. Les parfaits amours étaient un vieux souvenir. L'hypocrisie est la caractéristique la plus appropriée pour qualifier ces relations en dents de scie. Et malgré les appels à l'arrêt des expulsions massives et des promesses d'humaniser les reconductions aux frontières, rien n'a changé. Les autorités des Congo-Brazzaville ont tourné en bourrique les gouvernements de Kinshasa. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là une fois de plus l'illustration d'un manque criant de leadership dans notre pays? Vous savez, depuis tout un temps, je lis à peine la presse congolaise. Combien de journalistes d'investigation congolais y a-t-il eu sur place au Congo-Brazza pour s'enquérir de ce qu'il y a réellement? On fabrique des textes comme ça qui ne disent pratiquement rien. Cette presse-là s'auto-censure parce qu'elle sait que si elle dit des choses qui ne plaisent pas au gouvernement fantoche de Kinshasa, elle sera censurée. Et alors on fabrique des phrases, on fabrique des textes qui ne disent absolument rien. Qui ne disent absolument. De quoi est-il fondamentalement question entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que tout d'un coup, les Congolais de Kinshasa puissent être chassés du Congo-Brazza? Est-ce qu'on a étudié ces questions-là en profondeur? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et pourquoi est-ce que c'est le Congo-Brazza qui doit devenir la cible privilégiée des médias quinois? Et dans l'entretemps, il y a des accords qui sont signés entre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda et le Congo.
des accords sur X, Y questions. J'en ai vu un sur le parc de Virunga. Est-ce qu'on revient encore sur la justice transitionnelle qui nous aurait permis de croire que les relations entre ces trois pays-là ou ces quatre pays-là peuvent être apaisées? Maintenant, on passe au Congo-Brazza. Demain ou après-demain, on va passer à l'Angola. Il n'y a pas de suivi du tout dans l'approfondissement des questions, dans le traitement des questions. Il n'y a rien, il n'y a rien. Comme la presse doit vendre, on saute du coq à l'âne et il n'y a pas un certain approfondissement des questions qui se posent entre les différents pays. Je vous le disais la fois passée, il y a des bruits qui présagent de mauvais lendemains pour l'Afrique. L'Afrique risque de connaître des jours et des années très, très dures. Elle est en train d'être sérieusement déstabilisée. Et la déstabilisation part de son cœur. Et je vous disais aussi la fois passée qu'on ne devons pas simplement, quand nous analysons ce qui se passe au Congo, nous limiter à ce pays-là. Nous devons avoir un regard un peu plus large. Comment va le monde aujourd'hui? Hier, j'ai suivi un membre du Parti socialiste belge, Marie Arena, qui disait qu'il est possible que nous soyons conduits vers une troisième guerre mondiale. Hein? Quand vous lisez les médias alternatifs aujourd'hui, Le Grand Soir, Voltaire ou Investigation, vous vous rendez compte que ce danger-là est en train de peser sur nos têtes comme une épée de Damoclès. Mais alors, tout de même, oui. M. Mbello, pour revenir à la question posée sur... On a comme l'impression qu'à Kinshasa, nos politiciens se lamentent, hein, ils ne proposent rien de concret et que, voilà, nous subissons les événements. Et quand nous les subissons même, nous sommes incapables de proposer des solutions pour parer aux conséquences de tous ces problèmes. Parce que, vous voyez, les gens ont été... amenés au stade Cardinal Maloula et là ça n'allait pas, les conditions d'hygiène étaient vraiment lamentables. Maintenant on les amène à Maloku, ils n'ont pas à manger et puis ils sont là, on ne fait que se lamenter. On ne sent pas un leadership responsable qui peut proposer des solutions à long terme. C'est pratiquement une navigation à vue, hein. Oui, mais vous-même vous posez la question et vous y répondez. Je vous ai toujours dit que nous avons un problème de leadership, un leadership visionnaire et responsable. Nous avons profondément un problème de direction. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas de capitaine dans notre bateau. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, je vous assure, quand vous échangez avec nos compatriotes, bientôt ils commencent à venir en vacances ici. Nous en avons déjà rencontré quelques-uns. Même ceux qui travaillent dans ces gouvernements-là, dans ces institutions-là, ils vous disent, quand vous vous retrouvez à 2, à 3, ils vous disent, il n'y a pas de capitaine dans le bateau, il n'y a rien. Le Congo est un terrain vague, c'est un pays sous occupation, c'est un pays sous tutelle qui est en train d'être démoli. Alors comment voulez-vous que des gens qui se contentent de leur titre de ministre et de leur titre de parlementaire, comme nous l'avons lu chez Jules Chomet, puissent avoir des projets à court, moyen et long terme? Ils font la navigation à vue parce qu'ils ne sont pas allés en politique pour servir le pays. Ce sont des petites évidences qui devraient nous convaincre que nous acharner sur le compte de ce que nous estimons être nos politiciens aujourd'hui ne sert pas à grand chose. Nous devons beaucoup plus travailler au renouvellement de la classe politique congolaise, mais beaucoup plus profondément au renouvellement de l'homme congolais et de la femme congolaise. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Très bien, merci beaucoup M. Mbello et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Nandou et à la semaine prochaine.